Bonsoir. Alors, bienvenue à la Nièvre. Meilleurs vœux. Voilà, pour une nouvelle année. Meilleurs vœux. Nous, on est Graffiti Cinéma, une association de cinéma sur Orléans. Nous présentons des films, des séances, produisons un podcast. Alors, comme disent les jeunes vieux, abonnez-vous à notre podcast. Il est trouvable sur Spotify, sur les plateformes d'Apple. Bref, allez-y, toutes les semaines, 1 heure de cinéma inédit. Donc, je pense qu'il faut y aller. Beaucoup de thèmes, pas trop d'actu, mais plus des thèmes. Donc, le thème de ce mois-ci, la création, la préhistoire du cinéma et au cinéma. Donc, on aura des films de dinosaures et des anciens films. À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma. Hé, c'est quoi le texte? Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir? Laisse tomber. Graffiti Cinéma. Graffiti Cinéma. Salut, c'est Romaric, bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on vous propose, dans le cadre du mois de janvier sur la création du cinéma, aux origines de la création cinématographique, de tout simplement reparcourir une intervention que nous avons eue dans la salle de l'Alliage à Olivet pour un panaché, on va dire un petit chapelet de films muets autour de 3 grands cinéastes, à commencer évidemment par Alice Guy, qui est très important de mentionner ici, qui est la première cinéaste de fiction de l'histoire du cinéma. C'est toujours en débat, ces notions-là, mais on voulait vraiment la mettre en avant lors de cette intervention. Donc vous allez entendre beaucoup de notices biographiques pour Alice Guy, qu'on avait mis en parallèle avec 2 autres géants de l'époque, Ferdinand Zecca et évidemment l'incontournable tonton Georges Méliès. Alors je l'ai dit affectueusement parce qu'il y a ce côté très artisanat chez Georges Méliès qui est important, avant les grands studios qui vont commencer à découvrir le potentiel de ce cinéma. Et en tout cas, ces bricoleurs et ces premiers âges du cinéma, on voulait en parler directement lors de cette intervention dans la salle de l'Alliage à Olivet. Le cinéma, à l'époque de Buster Keaton, c'est encore un art très très jeune, qui a à peine 30 ans de connaissance du grand public. Pour le grand public, ça fait à peine 10-15 ans qu'on a l'habitude de voir des films, et on sait que ça existe pour le très grand public. Les premiers films, alors, le côté qui me marque, c'est vrai que c'est important, c'est de voir des gens qui consacrent des vies entières pour un art, ils savent pas si vraiment ça va fonctionner, quoi. Évidemment qu'il y a des studios qui se mettent en place et qui commencent à avoir des gros succès publics. Alice Guy, par exemple, on en parlait, elle a été rayée de la mémoire de Gaumont, puisqu'elle est secrétaire en départ de Gaumont. Donc il lui demande de tourner des films de fiction, puisque on vous le disait au départ, le premier registre du cinéma c'est du documentaire, c'est pas de la fiction. Donc en gros, comme c'est une femme, on lui laisse faire du documentaire de côté. On est encore évidemment dans des sociétés très paternalistes. Elle doit suivre son mari aux États-Unis, qui doit développer la société Gaumont aux États-Unis. Et là-bas, elle commence à le tourner, et elle va même développer, elle va devenir la première productrice de l'histoire du cinéma, puisqu'elle fonde sa société de production. Et c'est là où elle tourne ses films de fiction aux États-Unis, notamment en faisant des choses mais qui nous paraissent invraisemblables aujourd'hui. Elle tourne avec des acteurs noirs américains, alors qu'à l'époque, on savait qu'il y avait l'époque des blackface déjà au théâtre et dans les salles de concert où des acteurs blancs se grimaient et se faisaient des blackface pour jouer des noirs. Les noirs n'avaient pas le droit de jouer, donc elle va tourner avec des noirs américains. Le premier film du cinéma, donc, qui s'appelle A Fool on His Money, et c'est vrai que pour le coup, on voit qu'elle va réaliser, elle est excessivement pionnière dans le cinéma de fiction. Elle va créer les premières scènes très ambitieux. Elle fait le premier film sur la vie de Jésus qui fait plus de 20 minutes à l'époque, et surtout elle va être à l'origine du développement vraiment de ce modèle économique autour du cinéma. Mais quand on voit Buster Keaton, c'est des contemporains d'Alice Guy, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui consacrent leur vie à un art très très jeune. Évidemment ça marche, on voit qu'il y a un énorme potentiel, mais
on n'a pas le recul qu'on a aujourd'hui. On sait que le cinéma est devenu un pilier incontournable de nos sociétés et de nos cultures, quoi. C'est quelque chose d'assez important. Et mais même si c'est un art jeune, ça reste un art et c'est le propre de l'art aussi de pas être forcément quelque chose qui va être reconnu immédiatement. Enfin, je veux dire, un peintre quand il peint sa toile, il ne saurait pas si si ça va plaire aussi. Exactement. Même si la peinture c'est un art plus ancien. Et c'est là où, dans ce côté imparfait, que moi, les films muets, les tout premiers vraiment, quand je vous dis des tout premiers, c'est vraiment ceux qui me fascinent. Alors, tous me fascinent, hein. Mais quand je vois 1891, Le Salut de Dixon, c'est officiellement le premier film de l'histoire du cinéma. Donc je vous disais, Dixon, c'est l'assistant en fait de Thomas Edison, et pour faire des tests sur le principe de la pellicule. Donc Thomas Edison met au point la pellicule de 35 mm avec les petits picots sur le côté pour qu'ils soient entraînés par la machine. Donc ce qui est devenu l'icône en fait du cinéma aujourd'hui, alors qu'on n'utilise plus de pellicule, ce qui est assez rigolo. Et donc Dixon, c'est l'assistant de Thomas Edison qui fait un simple salut. Et c'est la première projection de l'histoire du cinéma, mais elle a été gratuite. Pourquoi on dit que c'est les Lumières qui inventent le cinéma ? C'est pas parce qu'il y a la sortie de l'usine Lumière, qui n'était pas le premier film de l'histoire du cinéma, mais les films, on l'a dit tout à l'heure, les Lumières en font un spectacle payant, donc c'est du cinéma. Ouais, mais quand même, Thomas Edison, il a quand même un président, quoi. Le premier mec qui sur une pellicule, c'est un président, quoi. Richard Dixon, quoi. C'est pas ça ? Non, mais vas-y, développe. Richard Dixon. Et toujours ceci. Tu ne marches pas, Richard Dixon. Mais si, Non. Non, si, c'est bien. Richard Dixon, ça passe. Alors, on rappelle que pour ceux qui connaissent pas la culture américaine des années 70, Richard Nixon, c'est un président qui a dû démissionner au Watergate en 74, donc cette blague est hyper compliquée. Elle est hyper référencée. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, un autre film qui sera d'ailleurs dans la sélection de l'Alliage le 12 janvier, que j'ai mis dans la sélection, parce que pour Méliès, par exemple, alors pour Alice Guy, moi, ce qui m'avait fasciné, je vous le disais, c'est A Fool and His Money, et tous ses premiers films de fiction de l'histoire du cinéma, La Fée aux choux d'Alice Guy, où elle crée le cinéma de fiction, en fait. Elle crée vraiment, pour le coup, quelque chose qui n'existait pas. Donc c'est l'équivalent d'un Big Bang artistique, où elle fait les premiers films où on va raconter des histoires. Donc elle a un nouvel art, elle voit le potentiel avant tout le monde de la fiction. Très rapidement, en 5-10 ans, elle comprend que tourner des scènes documentaires dans le monde entier, cet art, il mérite mieux que ça. Elle le dit dans ses mémoires, parce que Alice Guy, elle a été rayée, en fait. On lui a attribué tous ses films qui ont été brûlés pour beaucoup, et on en a évidemment retrouvé certains. Mais comme pour Méliès, qui a brûlé ses films de déception après ses échecs commerciaux, on en a retrouvé. Mais ces premiers artistes qui font du cinéma et qui créent le cinéma à la grammaire qu'on connaît aujourd'hui, il faut savoir qu'on leur a, à un moment donné, fait payer très très cher d'avoir été des pionniers. Et Alice Guy, on a attribué tous ses films à son mari et à tous les hommes qui avaient bossé sur les tournages avec elle. Donc elle a dû rédiger sa propre autobiographie dans les années 50, qui a été rééditée depuis, donc qu'on citera évidemment et qu'on conseille d'avoir très 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 vivement, l'autobiographie d'Alice Guy, où elle dit clairement, elle explique de manière très neutre, de toute façon, ce qu'elle a pu faire. Mais elle a dû le faire pour être réhabilitée, et heureusement aujourd'hui elle l'est totalement, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Chez Méliès, évidemment, Le Voyage dans la Lune, tout le monde en parle, mais moi il y en a un qui m'a marqué parmi tous ceux que j'ai vus de Méliès, et j'en ai vu beaucoup, c'est Méliès qui a cette idée complètement folle, de mémoire c'est en 1901, il place une caméra sur un train qui traverse Paris. Et en fait, c'est le premier travelling avant de l'histoire du cinéma. Vous avez une caméra et sur un train en 1901, donc c'est d'une rareté absolue. Et là, on voit le côté très préhistorique du cinéma dans le sens où on tente des choses, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on tente des choses et on découvre des images vraiment très émouvantes, quoi. Je sais pas comment les premiers Méliès vous ont marqué. C'est ça, surtout qu'un truc comme ça, là c'est facile, nous on se dit bah oui, il suffit de regarder l'écran de contrôle pour voir si ça a fonctionné. Ouais. Là non, il faut développer la pellicule et se dire si ça marche. Bon, donc du coup il faut faire une petite prière à chaque fois, en se disant, c'est un peu comme quand on prenait des photos avec un appareil jetable, on fait ouais super, c'est trop bien, ça a trop bien marché, ouais, on développe, on a 24 photos full, quoi. Donc il faut vraiment avoir confiance en soi, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour finir sur Alice Guy, elle réalise même le premier making-of de l'histoire du cinéma, puisqu'en 1907, elle réalise donc, il y a un film qui s'appelle Alice Guy dévoile une photoscène, le titre est à peu près approximatif, mais on voit Alice Guy mettre en place une scène, et derrière elle, une caméra est placée pour filmer la mise en place. Donc c'est d'une richesse absolue. On le partagera sur la page de l'émission. Mais on voit le côté en fait très avant-gardiste de ces personnes-là qui pensent en fait à des choses très modernes, mais quasiment un siècle avant tout ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Et il y a quelque chose de fondamentalement basique à découvrir, comment ces gens fonctionnaient, et surtout tout ce qu'ils ont pu
estimer être à la hauteur du cinéma, qui est un art très très jeune, en tout cas à l'époque. Ce que fait Alice Guy quand elle veut faire de la fiction est salvateur pour le cinéma, parce que très rapidement, ça aurait pu tourner en rond à faire des scénettes documentaires dans le monde entier qui se ressemblaient les unes les autres. Et c'est le cinéma de fiction qui va donner... Alors évidemment, le cinéma documentaire a toujours été très important, mais le cinéma de fiction va lui donner une ampleur populaire qui, aujourd'hui, a permis à cet art de créer un marché, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Le cinéma de fiction, ça permet de te dire je veux payer pour voir ces histoires. Le cinéma documentaire, c'est plus se dire voilà, les gens pouvaient pas se déplacer. On va amener les images du monde chez eux. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de payer pour voir ça? Quelque part, c'est le point, pour moi, le petit point d'achoppement là-dessus, en se disant ça n'a pas le même potentiel, quoi. Dès qu'on commence à te raconter une histoire et à commencer à te faire rêver, t'es prêt à mettre le billet en plus que de voir uniquement l'information. Est-ce qu'il y a des méliès ou des films muets, des films premiers qui t'ont marqué, Juliette? Non, là, comme ça, j'en ai pas. Moi, je dirais bien la version Terminator d'Alice Guy. Je sais pas si tu as vu ça. Non, c'est dur. Ça dure 2 minutes, mais c'est vraiment 1903. Hein, moi, on voit le premier, voilà, une sorte d'ersatz de Schwarzenegger qui vraiment a tout copié. Que finalement, il n'y a pas eu de. Elle était très très pionnière. Oui, extrêmement pionnière. Elle a réalisé la première version d'Alien en 1897. Ouais, voilà. C'est n'importe quoi. C'est dommage, on arrive à la fin de l'émission, on était sérieux à peu près pour. C'est vrai, c'est dommage. On était sérieux un quart d'heure. Faut qu'on finisse par des conneries. Ouais, voilà, c'est ça. Mais alors ceci, voilà, c'était intéressant d'en parler évidemment de ces premiers âges du cinéma, puis d'avoir ces questions-là forcément sur les dinosaures et sur les premiers âges du cinéma, parce que Buster Keaton, qu'on a évoqué tout à l'heure, évidemment on va en reparler dans le mois Cascadeur, qui succède à notre mois de janvier sur la préhistoire au cinéma. On peut pas parler de cascade au cinéma et de catch au cinéma sans parler de ces précurseurs qui sautaient partout et qui se sont parfois cassés beaucoup d'os pour arriver à tourner des scènes. Donc forcément, ce sera absolument incontournable. Évidemment, dans les films muets, on veut que personne nous fasse de procès, mais on parlait vraiment des tout premiers, mais ça va sans dire que les Chaplin et tout le reste ont été essentiels à un moment donné pour construire le cinéma moderne. Évidemment. Ouais, non, mais après, le but de Chaplin, bon, je pense que il y a une telle renommée, tel rayonnement que c'est moins. C'est pas qu'ils ont pas de valeur, hein, mais c'est plus accessible. Ouais, voilà, c'est plus accessible. Tout le monde vraiment le connaît, quoi. Ouais. Donc c'était plus intéressant, je pense, de parler des tout premiers âges, de fin 19e, gens tout qui sont un peu à l'écart, quoi. C'est ça. Charlie Chaplin va décoller après on va dire cet âge premier du cinéma. C'est là où des artistes vont venir se greffer avec leur univers et vraiment dévoiler tout le potentiel de cet art naissant. Donc Buster Keaton évidemment et Charlie Chaplin. Alors l'homme qui est il y a une grande période aussi de cinéma de propagande. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc peut-être que il y a eu un petit avant et un petit après tout ce qui était cinéma de propagande, non? Le cinéma de propagande, c'est vraiment après la Première Guerre mondiale que les Buster Keaton et Charlie Chaplin décollent évidemment et énormément. Pour le Mikado de la Générale, par exemple, on devait être dans les années 30, pour le coup, là, typiquement, les années 20, années 30, fin années 20, début années 30. Pendant le cinéma de Première Guerre mondiale, il y a évidemment des archives militaires qui sont présentes. On fait parfois tirer des rails sur les champs de bataille entre les tranchées à des soldats qui portent des caméras lourdes comme des pianos pour archiver, documenter typiquement ce conflit-là. C'est très souvent utilisé dans des séries comme Apocalypse, évidemment, par exemple, mais ça restait un cinéma documentaire. Et c'était un exercice du cinéma documentaire qui était très répétitif, à savoir on filme, on enregistre des kilomètres de pellicule pour représenter directement la nature. On fixait sur la pellicule et il n'y avait pas de démarche artistique, il n'y avait pas d'écriture comme on écrit aujourd'hui un documentaire. On a déjà fait des émissions sur le documentaire avec des amis réalisateurs et scénaristes de documentaires. Un documentaire, ça s'écrit. On ne se contente pas de filmer sans réflexion. Il y a un scénario également. Donc, pour finir sur Alice Guy et pour cette deuxième émission du mois de janvier, on voit typiquement qu'en gros, Alice Guy a compris que le côté très répétitif de cette façon de filmer aurait pu tuer le cinéma avant qu'il décolle, en fait. Et qu'il fallait apporter de nouveautés, un regard différent que de filmer de manière tout à fait plate des paysages pour arriver à
à tirer la substance physique moelle de cette nouvelle art. Et ouais, c'est beau de citer Rabelais. Je cite Rabelais pendant l'émission. Prenez ça. Il est vraiment drôle, il nous a appelé, il est vraiment content qu'il ait fait ça. Ouais, non, Rabelais, il était... Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, y a rien à faire, je flanche. J'ai du cœur mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Oh, te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma. Premier mois de l'année, donc là on commence avec des premiers films. On a voulu vous présenter des films qu'on n'a pas l'habitude de voir en salle, donc en présentation, avec on a choisi alors évidemment des réalisateurs, des réalisatrices emblématiques, et donc Alice Guy. On va présenter un peu après, je vous donne le déroulé de la séance. Alice Guy, on va présenter en gros 5 films qui seront enchaînés d'Alice Guy. Ensuite, on arrêtera la séance et on vous demandera vos réactions par rapport à ça. Ensuite, 5 films de Ferdinand Zecca, de la même façon. Et enfin, 4 films de Georges Méliès. Georges Méliès, un peu plus connu, je pense, pour tout le monde. Avec en feu d'artifice, l'immeuble à la tête de crêpe juste derrière. Voilà, le voyage dans la voilà, certainement le plus connu, l'image la plus visuellement utilisée. Et du coup, on a l'habitude de voir cette image-là, mais c'est quand même un film qui dure 9 minutes. Donc, il y a autre chose que cette image-là uniquement. Donc, c'est aussi bien de pouvoir le voir dans son intégralité et de se forger une autre opinion du film, une autre idée.
Donc, on va commencer par Alice Guy. J'aimerais qu'Amaric nous en parle, parce que c'est vraiment la vraie pionnière, pas uniquement parce que c'est la première femme réalisatrice, mais c'est elle qui impulse des idées reprises par énormément de monde. Alors oui, l'idée c'est également via les trois cinéastes qu'a cité Thomas, c'est de faire vraiment des passerelles entre des grands noms. Alors il n'y a pas de grands petits noms, mais il y a beaucoup de noms à cette époque-là, ça foisonne énormément. Et c'est vrai que Georges Méliès a été très rapidement peut-être le plus populaire dans tous ces noms, puisqu'il y a une vraie trajectoire hollywoodienne d'ascension. Il est obligé de brûler ses bobines quand il est ruiné juste avant la Première Guerre mondiale. Il finit à vendre des jouets à Gare Montparnasse, donc il y a une vraie histoire derrière qui a été récupérée par Martin Scorsese dans Hugo Cabret. Et puis il y en a d'autres qui sont réhabilités, qui sont remis en avant. On retrouve leurs films et leurs inventions, leur inventivité. Pour Alice Guy, il y a une vraie actualité, puisque en fait elle a dû née en 1873, elle est fille de libraire, donc elle vit dans un milieu culturel quand même assez dense, mais très rapidement, enfin assez jeune en fait, son père et son grand frère meurent, donc elle doit très rapidement être chef de famille et travailler. À cette époque-là, évidemment, pour une femme, le travail c'est pas commun du tout, et elle s'engage, après avoir fait un peu de sténo, en tant que secrétaire auprès de Léon Gaumont. Donc là, le nom Gaumont, évidemment, il est très connu, et il commence à se lancer vers quelque chose qui est très forain au départ, l'ancêtre du cinéma. Il y a énormément d'inventions avec des noms plus invraisemblables, incroyables en tout cas aujourd'hui que les autres. Ils assistent en tout cas aux premières projections privées des frères Lumière, qu'on appelle le cinématographe encore à l'époque. Et très rapidement, en fait, ils découvrent le potentiel de cette nouvelle invention. Il faut savoir qu'au départ, les frères Lumière, c'est encore un vrai combat de chapelle de se dire qui a inventé le cinéma. Est-ce que c'est les Français, est-ce que c'est les Américains, est-ce que c'est les Anglais? Il y a toujours cette grande guerre qui n'en finira jamais. Ce qu'on peut dire aujourd'hui de la version officielle, on va dire que c'est les Français, pour le coup. On va dire que c'est les Français. On risque pas de se faire acheter des trucs. On va expliquer pourquoi il y a un malentendu en fait. D'un point de vue technique, on va plutôt aller chercher chez les anglo-saxons pour les premiers procédés, notamment chez Edison, qui fait les toutes premières images et qui va filmer son assistant. Donc c'est un film que l'on trouve, qui est libre de droit évidemment, 1891, le salut de Dixon. En fait, Dixon, c'est l'assistant de Thomas Edison. C'est officiellement, techniquement, le premier film. Maintenant, il y a eu des tentatives avant, il y a eu d'autres éléments, on répondra tout à l'heure des questions qui n'étaient pas encore du cinéma, mais qui étaient déjà des images animées. Pourquoi on attribue l'invention du cinéma aux frères Lumière? C'est que c'est les premiers à découvrir le potentiel commercial du cinéma. Et donc, eux, ils font la première projection payante. Alors il y a 33 spectateurs, ils étaient même moins nombreux qu'aujourd'hui, et c'était 1 franc à l'époque, et c'était donc une sélection de 10 films, dont la mythique sortie des usines Lumière à Lyon. Donc voilà pourquoi on attribue la particularité du cinéma aux frères Lumière, c'est qu'eux ils découvrent le potentiel commercial, alors que pour Edison, les projections étaient gratuites aux États-Unis. Alice Guy, elle vit dans ce milieu-là, dans ce milieu d'hommes, évidemment, mais très rapidement, elle veut comprendre qu'on peut faire plus avec cet art-là. C'est vraiment une des premières à avoir ce regard sur le très très jeune art qu'est le cinéma, parce qu'au départ, les frères Lumière, et quand ils découvrent ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont filmer les professions, ils vont filmer énormément de zones dans le monde. Il y a plus de 1400 films qui vont être tournés, mais il y avait vraiment un but documentaire. On veut mettre les gens en image, on veut montrer le réalisme, mais il n'y a pas vraiment de travail sur la fiction. Ça peut paraître très bizarre aujourd'hui de se dire qu'à l'époque, le grand cinéma, le cinéma, on va dire, normal, que vont voir la plupart des gens, c'est le cinéma documentaire, alors que le cinéma de fiction était vraiment vu comme quelque chose de quasiment marginal, voire inutile. Et c'est Alice Guy qui vraiment va comprendre le potentiel de fiction de cette nouvelle façon de filmer, de ce nouvel art qui apparaît. Aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le documentaire est un registre mineur, mais évidemment, le côté le plus populaire et le plus pratiqué, ça reste le cinéma de fiction. Et c'était complètement inversé aux origines du cinéma. Alors pour Alice Guy, il y a des tonnes de films, évidemment, qu'on pourrait sortir. Elle a tourné aujourd'hui plus de 500 films officiellement. On ne les a pas tous retrouvés, parce que malheureusement, Alice Guy, on en reparlera évidemment juste après les films que vous allez pouvoir voir. Elle réalise ses propres films, elle va devenir directrice des studios Gaumont, elle a vraiment une position très enviable et très enviée évidemment à cette époque-là, et notamment elle a dû elle-même subir évidemment le sexisme ordinaire de l'époque, puisqu'on l'a complètement sorti des archives Gaumont quand elle doit suivre son mari en 1907 aux États-Unis pour développer en fait les premières bribes du cinéma parlant, aux États-Unis, dans la banlieue, dans le New Jersey.
Donc elle suit son mari là-bas sur place, elle doit abandonner son poste de réalisatrice de film et elle constate en revenant en France qu'on l'a complètement sorti des archives, on ne lui attribuait pas les films, on ne disait pas que c'était elle qui avait réalisé, on les attribuait à ses assistants, voire parfois son mari. Donc on l'avait rayé clairement de la carte. Donc elle a dû faire quelque chose d'important d'elle-même, elle a écrit son autobiographie qui a été rééditée. Alors je vous en reparlerai tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions Gallimard. Il a fait cinéma, c'est l'autobiographie d'Alice Guy qui a été rééditée avec une préface qui a été ajournée, donc c'est une vraie belle édition si vous voulez découvrir ou redécouvrir Alice Guy. Il y a également un documentaire qui était passé sur Arte il y a quelques mois. Et ce livre-là, il est vraiment très très dense et il nous en dit très très long justement sur elle, tout ce qu'elle a vécu déjà sur les tournages, tout ce qu'elle a inventé, tout ce qu'elle a fait comme erreur également, elle le reconnaît, mais elle le fait dans un but d'être réhabilitée à cette époque-là pour tout simplement dire coucou, j'ai fait des films, il ne s'agit pas d'effacer ce qui existait. Et grâce à cette autobiographie, elle a ensuite été enfin honorée en 1957 à la Cinémathèque par le fils d'Émile Gaumont, Louis Gaumont, et elle obtient la Légion d'honneur en 1968, donc juste avant sa disparition. Et donc à l'idée, on voulait commencer cette séance de 3 cinéastes de films muets. On voulait commencer avec elle justement, et on est très curieux en tout cas d'avoir vos retours après, parce que c'est vrai que plus d'un siècle après leur sortie, on a des films qui vont forcément résonner avec l'actualité. Et on a en tout cas eu cette sélection-là pour découvrir déjà des films qui parlent de féminisme, évidemment. Donc on va avoir Madame a des envies. On a le résultat du féminisme. Les résultats du féminisme, qui est un film très très hilarant, puisque c'est un film qui prend vraiment la sociologie de l'époque et qui inverse complètement les rôles. Les hommes vont faire le ménage, vont s'occuper de leurs enfants. Des choses complètement incroyables à l'époque, peut-être pour d'autres aussi aujourd'hui. Non. Ça, je fais ça. Mais en tout cas, on voit à quel point ça peut être incroyablement innovant, voire provocateur, évidemment, à l'époque, pour les gens qui vont voir le film. Donc c'est vu sous un angle comique, et on verra évidemment juste après les séances ce que vous avez, vous, comme opinion. Il y a également un film dans ces 5-là dont on va parler, on va présenter ici, qu'on parlera après, qui est un vrai événement dans l'histoire du cinéma. C'est un de ces films américains, puisque en fait, quand elle part aux États-Unis, elle suit son mari en 1907, le Globe Lâché, elle va fonder sa société de production. Donc c'est la première productrice de l'histoire du cinéma. Elle va également avoir cette idée folle de se filmer en train de tourner. Donc elle fait le premier making-of de l'histoire du cinéma. Donc évidemment, comme c'est une des premières, forcément il y a beaucoup de choses en premier. Voilà. Mais elle a des idées en tout cas qui sont très 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 en avance sur son temps pour l'époque, et elle comprend avec beaucoup de recul tout le potentiel en tout cas de cet art qui n'est pas encore appelé 7e art à l'époque. Elle fait par contre un film qu'on va vous montrer, alors qui malheureusement, vraiment tous les films n'ont pas pu être retrouvés dans des très bonnes qualités, donc parfois vous allez voir des images un peu passées, un peu dépassées, mais le fond reste quand même très important. A Fool and His Money, c'est un film qu'on voulait absolument mettre dans cette sélection de 5 films qu'on vous allez voir juste après, parce qu'elle est aux États-Unis et elle veut tourner avec des acteurs noirs américains. Sauf qu'à l'époque, les acteurs américains ne voulaient pas tourner avec des noirs. Donc elle s'est dit, écoutez, c'est pas compliqué, je vais tourner qu'avec un casting de noirs américains. Et elle le fait intégralement. Et ce film-là, finalement, est très intéressant à la fois parce que c'est le premier film dans l'histoire où les Noirs américains sont représentés. Il n'y a plus les blackface, parce qu'à l'époque, les acteurs caucasiens se mettaient du cirage pour jouer les Noirs. Évidemment, dans nos époques, c'est heureusement quelque chose de choquant. Mais non seulement elle va faire ses premières choses qui est très importante dans l'histoire du cinéma, mais surtout, elle va pas montrer les Noirs américains comme directement des personnes qui sont noires. Elle va les montrer comme n'importe qui. Et pour une époque comme celle-ci, c'est vraiment quelque chose d'assez renversant. Donc on voulait absolument le mettre dans la sélection et on voulait en tout cas vous montrer ce premier panel de 5 films d'Alice Guy qui va vous présenter vraiment toute l'originalité de sa démarche et évidemment toute la richesse de son cinéma. J'ai cherché la faille, mais je ne l'ai pas trouvée. Le petit détail qui m'aurait fait renoncer. Mais je sens que tout nous attire, comme les soirs où la lune fait monter les marées. Je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Et si ça déraille, devrais-je tout laisser tomber? Je vais aux funérailles de mes sentiments étrangers. Et je sens que ça nous dévore comme un feu de forêt en plein cœur de l'été. Et que si laissé à notre sort, il se peut qu'on ne revoie jamais nos corps affamés.
Mais je sens que tout nous attire, comme les soirs où la lune fait monter les marées. Je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Maintenant, quelle époque? Non, blague à part, ces 5 films-là, ils ont chacun une particularité, enfin, de notre point de vue, comme on l'a commencé à l'esquisser tout à l'heure. Quand on voit La Fée aux choux, c'est son quasiment premier. Alors, 3 ans quand on a réalisé ce film-là. En fait, ce film est réalisé parce que Gaumont récupère une invention qui s'appelle le phonoscope. Et c'est inventé par Georges Demy, qui est en fait un ancien bras droit d'un grand scientifique qui s'appelle Étienne Jules Marais. Et au départ, ça ne marche pas du tout l'exploitation commerciale. Et Alice Guy propose à Gaumont, puisqu'elle est engagée comme secrétaire de Louis Gaumont, elle dit écoutez, je peux essayer de faire des films de fiction avec ça, on peut essayer d'en faire quelque chose. Et la réponse de M. Gaumont, c'est ok, mais pas sur 2 heures de travail. Et là, c'est légendaire, quoi. Parce que cette phrase, en fait, l'amener directement à créer La Fée aux choux. Vous avez vu à la fin, en fait, La Fée aux choux, ils sont tout premier film, elle a 23 ans à peine quand elle fait ce film-là. Alors là, c'est une copie de 1900. Voilà, il y a eu 2 versions. Une première version de 1896, ils ont dû retourner un deuxième film en 1900. C'est vrai que la plupart des films que vous voyez ici, on les retrouve parce qu'ils ont été exploités aux États-Unis dans la deuxième carrière d'Alice Guy à partir de 1907. Tout ce qui a été en France a été en grande partie perdu, malheureusement. Peut-être qu'un jour on en retrouvera, comme pour Full on His Money, que vous avez vu, le 4e. C'est des bobines qui sont retrouvées sur un marché aux États-Unis et qui sont assemblées et restaurées. Alors évidemment, on n'a pas eu la chance d'avoir la traduction avec les sous-titres, mais vous voyez bien qu'en fait, voilà, il y a une fable évidemment sur elle qui découvre les États-Unis, qui voyage dans tous les États-Unis, qui, quand elle arrive à New York, voit les déshérités, voit les quartiers pauvres, et va tout de suite vouloir montrer des marginaux, quoi. Donc elle va le mettre en avant, et quand elle constate, elle, de manière tout à fait... alors, candide, c'est pas le bon mot, mais de manière naturelle, elle est surprise de voir que des blancs veulent pas jouer avec des noirs, bah, elle dit, je vais prendre qu'un casting noir. Et elle ne voit même pas l'impact historique. Je pense qu'à cette époque-là, vous voyez qu'il n'y a pas de message revendication, ce qui fait la force de ce film, en fait, tout simplement. Parce qu'évidemment, il rentre dans l'histoire de par ce propre fait, mais il en fait une histoire, une morale autour de l'argent, finalement assez classique pour l'époque, et en tout cas très intéressante. Et La Fée aux choux, on vous les montrera en dernier, parce que c'est vraiment le premier, vraiment le premier film. Alors, il y a encore une fois un débat, parce que c'est le premier film de fiction d'histoire du cinéma, parce que pour beaucoup, c'est l'arroseur arrosé des Frères Lumière. En tout cas, on peut dire que c'est le premier personnage de fiction pour La Fée aux choux, puisque là, on est typiquement dans l'imaginaire et toute l'inventivité d'Alice Guy. On vous rappelle que c'est une fille de libraire, elle lisait énormément, et surtout, elle grandit entre la France, la Suisse et le Chili, donc elle a la chance d'énormément voyager dans sa jeunesse, ce qui n'est pas du tout le cas pour beaucoup de personnes, et elle foisonne d'énormément de culture. Donc elle est toujours été très curieuse et très ouverte d'esprit. Bon, aussi, il y a une thématique chou, on l'a vu dans le premier film aussi, avec la naissance quasi magique de l'enfant. Alors,
Je pense que les femmes là qui ont eu des enfants doivent se dire c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est plutôt très bien amené. Le film que je mettrais moi en avant de mon côté, c'est les conséquences du féminisme, qui est très très drôle. Du début à la fin, l'inversion des rôles est formidablement bien amenée. Ça amène à se poser, on imagine le public qui voit ça, les hommes doivent quelque part amener à se poser des questions sur leur comportement quand ils se mettent à boire à renverser la situation. Alors évidemment la situation finale se renverse, bon ça permet aussi de retrouver la société quand on sort du cinéma. C'est-à-dire que le combat est toujours à mener, mais on fait passer des messages par une fiction et par surtout très très fort aspect comique des choses. Et si effectivement l'audience n'a pas compris ce qui est dit dans le film, bon, c'est difficile pour elle. Hein. C'est pour ça que c'est un film qui est peut-être de moins bonne qualité visuelle, mais qui franchement, moi je trouve que c'est celui qui se démarque. Parce que évidemment, son regard féminin, c'est une des premières à montrer des personnages féminins qu'on des désirs pour elles, en fait, qui dépendent pas de leurs hommes, en fait, hein, de leur mari ou leur père. Donc, on est quand même dans cette volonté qui est évidemment très très liée à son destin, parce qu'elle très rapidement, elle doit mener sa carrière tambour battant. Son père meurt quand elle est encore jeune, son frère aussi. Donc, évidemment, elle va le retranscrire dans son cinéma. Elle a montré le premier personnage féminin qui ont vraiment des envies pour elle et qui n'ont pas le lier forcément à une vie maritale ou familiale. Donc c'est évidemment des personnages très très tranchants par rapport à tout ce que vous pouvez représenter à l'époque. Alors si vous avez des questions sur cette première série de films, n'hésitez pas. Nous on va pouvoir évidemment faire la transition avec Ferdinand Zecca qui justement va nous permettre de faire une belle passerelle. Voilà. Comment elle a été accueillie, son film à l'époque, sur les conséquences du féminisme? Oui, alors, Thomas le disait, comme il y a un twist de fin qui rétablit la situation de départ, évidemment on voit ça comme de l'humour. Donc il n'y a pas forcément de côté transgressif avec la perception de ce film. Il faut savoir que ces films-là, ce sont des immenses succès. Quand Allez-y commence à tourner, l'a fait au chou, ça très très rapidement énormément plu, ça fait rire énormément de personnes, et puis surtout on voit tout le potentiel collectif du cinéma. Les premières versions du cinéma, c'est des kinétoscopes, c'est une personne qui regarde tout seul dans un petit écran un public. Là on voit que les gens rigolent, donc il y a ce côté humoristique qui est très marqué. Donc je pense que si la réception est vue de manière caustique ou révolutionnaire, je pense qu'à l'époque, sans faire œuvre d'historien, on peut éventuellement passer à côté. Maintenant avec le recul, on voit que ces films vieillissent très très bien parce qu'elle a l'intelligence de laisser ça ouvert en fait. Il n'y a pas de moral ou de côté revendicatif marqué, donc ce qui fait que le message passe et au final on le prend comme on l'entend. Donc moi j'ai pas lu en fait dans son autobiographie elle-même le dit de retour particulièrement on va dire honteux ou de moments de censure sur ces films-là, ou bien au contraire. Non. Parce qu'il y a ce côté en fait qui ramène à la situation de départ. Voilà, donc ça peut être un regret pour le spectateur de 2024 maintenant, mais en tout cas on voit que c'est une des premières à aborder ces sujets-là, et on va voir que pour Ferdinand Zecca derrière, il y a aussi, même pour un homme, la volonté de rire de ces situations-là. Du quotidien. Les films qu'a réalisé The Full and Only, par exemple, avec sa société de production Solax, c'est un immense succès aux États-Unis. Sa société de production en fait la première femme d'affaires du pays et elle réussit une carrière d'entrepreneur et de productrice avec ses films américains. Elle va être ruinée malheureusement parce que c'est une société d'hommes encore. Son mari l'exclut du conseil d'administration de sa propre société de production, la Solax. Il fait de très mauvais investissements et il décide de partir avec une autre femme à Hollywood. Voilà, c'est Hollywood qui n'existait pas encore. Voilà, donc elle est ruinée malheureusement, elle se retrouve toute seule et elle rentre en France seulement en 1922 et elle réalise son tout dernier film en 1920 aux États-Unis. Et quand elle revient, elle découvre, comme on dit en introduction, que Louis Gaumont l'a complètement, Léon Gaumont l'a rayé de la mémoire de la société et tous ses films ont été attribués à d'autres, d'où cette démarche d'autobiographie pour être réhabilité. Voilà. La couleur sur... Oui, alors la couleur sur celui-là, c'est parce qu'en fait déjà c'est un extrait. Le film entier n'a pas été retrouvé et c'est la dernière copie qui a été retrouvée, qui a été colorisée au pochoir. Donc c'est
Ma fille de 4 ans, juste ici. Non, ça je peux pas vous dire, mais ça a été postérieurement. Oui, postérieurement. Le film était réellement en noir et blanc. Voilà. Et donc la dernière copie qui a été retrouvée, c'est ça, parce qu'il faut savoir que les films, quand exploités de cette façon-là, eh bien les négatifs tournent, en plus les négatifs s'usent, les pellicules s'usent très vite. Et donc, ce qui reste, c'est généralement comme on l'a dit tout à l'heure, des retrouvailles chez un antiquaire ou ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est la seule façon de voir ce film-là, il n'existe pas. Il faut savoir aussi qu'entre cinéastes, on en parlait évidemment avec Ferdinand Desclins, mais aussi avec Georges Méliès, les tournages, les équipes, les techniciens d'époque tournaient énormément entre les cinéastes. Donc Alizgi a employé des collaborateurs qui tournaient avec Zeka, qui tournaient avec Georges Méliès. Donc parfois des idées circulaient. On peut retrouver des films de Méliès qui sont très similaires à ce qu'a fait Alizgi et vice versa. Donc il y avait quasiment des secrets qui s'organisaient dans les premiers studios pour pas dévoiler certains éléments de scénario ou des idées de trucage. Parce que là on a vraiment des inventeurs qui, en faisant des accidents de caméra, découvrent tout ce qu'on peut faire et le découvrent vraiment avec un regard d'enfant. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de voir ces premières inventivités du cinéma. Oui. Pour les plans tournés en extérieur, je peux aussi vous ramener, parce que là c'est vrai que c'est une des premières vraiment à utiliser les plans extérieurs. D'ailleurs, la Félochou, il est tourné dans un vrai jardin. Alors les trucages, tout est en carton-pâte, mais c'est tourné dans un vrai jardin. Et la différence de Ferdinand Desclins et de Georges Méliès, qui étaient eux très en studio, c'est une des premières à descendre dans la rue. Alors on aurait pu le mettre dans la sélection, parce qu'elle a quand même plus de 500 films, mais si vous êtes vraiment intéressé par ça, on voit des plans de Paris, du Paris de l'époque, elle tourne dans les films, alors c'était Chain Louis, parce que c'est inspiré des films britanniques de l'époque. Il y a un film qui s'appelle Le bien nommé La course à la saucisse, voilà. Le titre n'est pas facile. C'est un chien donc, qui veut tout simplement une saucisse, tout le monde lui court après, et on voit quelques plans extérieurs de Paris. Et là, pour le coup, c'est très très riche aussi. On aurait pu faire tellement de sélections, mais pour cet aspect extérieur, je vous recommande ici celui-ci, qui est très intéressant également. Le maître mot que sortait Alizgi sur les tournages, elle disait surtout quand elle avait passé aux États-Unis, c'était soyez naturel. Elle mettait parfois sur des frontons des studios, parce que c'est vrai qu'elles sont confrontées à une génération de comédiens qui ne connaît que le théâtre. D'ailleurs, on le voit, il y a cet héritage du musical du théâtre avec des comédiens qui saluent un peu comme on est devant une scène en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de surjeux souvent où elle a été confrontée. Il n'y a pas encore l'acteur studio qui est là, donc on apprivoise évidemment ça. Et c'est vrai que ce que nous on perçoit comme du surjeu, c'est cette surexpressivité qu'on voit chez beaucoup de comédiens. Et en effet, c'est tout à fait important de le signaler. Elle est également sensible à la direction d'acteurs, ce qui n'est pas forcément très mis en avant dans ses premiers films en tout cas. Alors la passerelle avec Ferdinand Desclins, elle est très très simple à faire pour nous. Ferdinand Desclins est engagé par Alizgi, en fait, c'est un des collaborateurs qu'Alizgi va embaucher tout simplement sur ses premiers tournages. Et Ferdinand Desclins va vraiment l'aider sur ses premiers tournages avant de voler de ses propres ailes, et il va voler de ses propres ailes chez le concurrent. Voilà. C'est Pathé. C'était Pathé. Oui, alors il y a toujours une guerre qui existe encore, à la limite, entre Gaumont et Pathé. Je veux pas être au milieu. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de films qui pouvaient éventuellement se ressembler chez le concurrent, parce que voilà, on regarde ce qu'il fait et on dit ah oui ça marche, bon on va nous aussi faire un film là-dessus. On va nous aussi avoir nos réalisateurs, voilà. Donc chacun voit le potentiel de chaque maison à la limite de production. C'est aussi une histoire d'affinité, une histoire d'hommes, une histoire de paris. Des gens qui font des paris. Évidemment, quand le pari est gagnant et que 100 ans après on se dit ils ont fait le bon pari, c'est formidable, quoi. Mais combien de paris ont été perdus sans qu'on puisse même les connaître. Donc, dans les cas, pour le coup, nous, c'est plus un aspect beaucoup plus... il est touche à tout. Et ce qu'on va vous montrer, c'est un aspect beaucoup plus réaliste des choses. Moins onirique et moins de ce qu'on a vu d'Alizgi, je trouve. Alors, il faut nous faire dans des cas, c'est vraiment la quantité. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais réalisateur, chacun sera juge, c'est pas du tout ce qu'on veut dire, ce qu'on veut suggérer, c'est pas du tout notre démarche. Mais c'est vrai que lui, quand il passe chez Pathé, il va faire énormément de films, il va toucher à tous les registres. Donc il va y avoir beaucoup d'onirisme, à l'image de ce qu'a pu faire Georges Méliès. Là, nous, on a fait une sélection vraiment de films parmi les plus réalistes qu'il a fait. Tout simplement parce que vous allez voir qu'en gros, il y a, via la fiction, en fait, la volonté d'utiliser déjà le cinéma à des fins pédagogiques, humoristique également, tout comme chez Alizgi, comme vous avez vu. Et là, vous allez voir dans l'ordre, par le trou de la serrure, donc
directement le fantasme d'enfant par excellence, où on va directement découvrir des scénettes qui ne devraient pas être vues, mais la magie du cinéma opère déjà en 1901. Rêve et réalité, qui est une vraie passerelle qu'on peut faire évidemment très très courte de 2 minutes, mais là la passerelle elle est toute marquée avec les conséquences du féminisme, et là on va voir le regard masculin cette fois-ci sur ce fameux fantasme d'inversion des registres. Un film quasiment documentaire sur les victimes de l'alcoolisme en 1902, qui lui va durer 5 minutes et qui est vraiment très intéressant, puisqu'il y a cette volonté de montrer déjà que l'alcoolisme est un fléau déjà au début du XXe siècle. Au Pays Noir, il est plus long celui-là, c'est plus long de cette sélection, 13 minutes, on passe évidemment comme son indique dans les mines, et là on va avoir des décors qui pour l'époque sont dignes des blockbusters de notre époque, puisqu'il y avait beaucoup de moyens qui étaient utilisés. Et puis le tout dernier, il a une originalité, puisqu'il s'appelle L'Histoire d'un crime, il va dater de 1901, et en 5 minutes vous allez tout simplement découvrir le premier flashback de l'histoire du cinéma. Vous allez tout simplement découvrir quelqu'un qui a tué une autre personne, et on va le voir jusqu'à son arrestation et son emprisonnement. Le flashback qui va être intégré dans une partie du photographe. Donc c'est très intéressant de découvrir également ce qu'a pu inventer Ferdinand Zecca, et puis également voir le sens qu'on donne à ce cinéma de cette époque-là. On se retrouve juste après. Police rondement menée. On fait avouer assez vite. C'est assez efficace à l'époque. Oui, c'est assez efficace. Là, comme vous l'avez vu, nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'aspect très très réaliste, surtout sur le film, sur les leaders, qui est vraiment didactique. Toute la journée d'un mineur qui se déroule on imagine qu'elle puisse se dérouler de cette façon-là. On note quand même des plans assez travaillés, très jolis, avec un panneau, notamment quand ils sont dans la mine directement. On voit que l'argent qui est mis pour faire des décors, voilà, ça compte, quoi. Là, on sent qu'il y a un investissement et la volonté de coller au public et de pouvoir leur montrer quelque chose d'assez grandiose. Là, en termes de grammaire cinématographique, on est parti de la plus riche, et on va finir avec le plus austère, avec Georges Méliès, qui a vraiment l'héritage, lui, du théâtre, puisqu'il a un théâtre au départ, qu'il hérite de son père, donc il va vraiment, lui, avoir des plans fixes, des scénettes du théâtre filmé, en fait, comme on le connaît aujourd'hui. Ferdinand Zecca, on découvre un petit panoramique dans le Pays Noir, voilà. Alice Guy, il y a des mouvements de caméra, on disait, il y a ces deux poursuites, donc c'est un cinéma qui, d'un point de vue cinématographique, est légèrement plus riche évidemment que Georges Méliès. C'est pas du tout une critique en soi, c'est juste qu'ils se sont inventés comme ça, évidemment. Il y a après, de chaînon en chaînon, chacun réinvente le cinéma des uns et des autres. Et c'est vrai que là, on va arriver vers une forme d'austérité en termes de cinéma avec Georges Méliès.
Et pour Ferdinand Zecca, en tout cas, ce qu'on voulait vous montrer, c'était vraiment ce côté réaliste, parce qu'il a évidemment fait beaucoup de films oniriques. Il y a un film très célèbre de Ferdinand Zecca, peut-être un des plus célèbres, où Ferdinand Zecca lui-même est sur une machine volante. On aurait pu le mettre dans la sélection, mais on voulait vraiment essayer de faire des sélections qui distinguaient les unes des autres pour créer des complémentarités. Mais si vous cherchez sur internet Ferdinand Zecca, vous trouverez un de ses premiers films où justement il vole sur cette machine. Donc ce côté onirique existait également chez lui. Par contre, Ferdinand Zecca, voilà, à la différence de Georges Méliès qui vraiment lui créait un style, Alice Guy, elle, qui essayait, innovait, avait beaucoup d'ouverture d'esprit sur beaucoup de sujets et créait. Ferdinand Zecca a été un très bon artisan, mais au bon sens du terme, mais il était beaucoup plus dans la répétition et dans l'imitation que vraiment dans cette forme de créativité qu'on a pu voir chez les deux autres. Ceci dit, il a une place de pionnier et de pilier vraiment dans l'histoire du cinéma qui est vraiment très importante, parce qu'il a vraiment créé le cinéma, était en tout cas un des grands créateurs du cinéma populaire, au sens le plus noble du terme, avec toutes ces scénettes qui méritaient d'être vues, en tout cas de représenter des métiers, des quotidiens, des contextes que la plupart des gens ne connaissaient pas, évidemment, dans les villes. Ce qui est important aussi, c'est que c'est un art qui va récupérer ce qui est auparavant réservé à la littérature. Donc pour Au Pays Noir, on n'a pas besoin de vous faire de dessin, évidemment. On va sur le terrain de Zola, et c'est vrai qu'il y a l'idée également de générationnel, de dire bah tiens, on va toucher de nouveaux publics, un peu comme aujourd'hui à chaque innovation technique, à chaque avancée, on va dire bah tiens, de nouveaux publics peut-être vont être séduits par cette avancée du cinéma. Donc on voit déjà qu'avec un jeune art qui a à peine 20 ans, on commence déjà à réfléchir à toutes les innovations qui peuvent permettre de transmettre des messages de plusieurs façons différentes. Et est-ce que ces films étaient rentables? Alors pour Ferdinand Zecca, la rentabilité des films, oui, puisque là on a un gros studio derrière, à la différence de Méliès qui lui va finir ruiné parce qu'il ne pourra pas justement continuer à mener le combat contre Pathé et Gaumont. Lui, on sait que Georges Méliès en 1913, voilà, il ne peut plus tourner, c'est terminé. Il appartenait ni à Pathé ni à Non, Méliès c'était un indépendant, lui, clairement. Les deux autres, voilà, donc Alice Guy naît chez Gaumont et par Gaumont, et après Gaumont. On sait que malheureusement, de par son statut de femme au jeu à l'époque, elle a perdu évidemment cette position qu'elle avait ouverte elle-même, et qu'elle avait fait avec un immense talent. Ferdinand Zecca, lui, voilà, il est dans cette équipe donc Pathé, donc il y a une énorme machine derrière, et puis bah, c'est des salles. Déjà à l'époque, on n'imagine pas, mais par exemple pour Pathé, la première grande salle qu'il crée, il y a plus de 3400 places, quoi. C'est-à-dire des salles qui pour nous sont même plus grandes que le Grand Rex, qui est la plus grande salle d'Europe aujourd'hui à Paris. Donc très rapidement, on voit qu'il y a une énorme industrie qui va être importante et imposante. Et pour Ferdinand Zecca, oui, là on voit les moyens. Quand on voit Au Pays Noir, on voit déjà la richesse des décors, la richesse des comédiens et de l'inventivité. Déjà, il y a plusieurs scènes, donc ça demande vraiment, vraiment beaucoup. Pour Méliès, par exemple, la plupart de ses films sont très courts, ça va être 2-3 minutes. Là, on vous en a sorti quelques-uns qui sont pour la dernière sélection de 9 minutes. Il faut savoir que Georges Méliès, la plupart de ses films font moins de 5 minutes. Parce qu'évidemment, lui, il est indépendant et il sera à un moment donné récupéré par Pathé, qui deviendra distributeur de ses films, de la Star Film qu'a fondé Georges Méliès. Pathé devient distributeur à partir de 1911 et récupère tout le catalogue et les studios à partir de 10 ans plus tard à peu près. Et Georges Méliès finit ruiné, il ne voulait pas s'enrichir, il a lui-même avoué de ses propres avis, il n'est pas du tout la film commerciale. Il était un créateur, mais il ne voulait pas s'enrichir via le cinéma. Et pour l'anecdote, Georges Méliès, pour faire la transition, c'est celluloïd qui servait aux bovines de cinéma. À la fin, en 1913, il y en avait certains. Alors, il en avait brûlé lui de désespoir, mais il y en avait même certains qui étaient récupérés pour faire les talonnettes des soldats, des poilus qui allaient finir dans les tranchées juste après. Voilà, donc tout était récupéré. C'est aussi une époque où les bovines étaient tellement chères et elles étaient très compliquées à exploiter, qu'on ne conservait pas tout forcément, mais pas dans un sens d'idée on ne voulait pas conserver, on n'avait pas le sens patrimonial. Voilà, il n'y avait pas le sens patrimonial, on réutilisait des bobines parce que c'était incroyablement cher. Donc certaines étaient tout simplement réutilisées, réemployées, recyclées, on ne voulait pas les garder. D'ailleurs, Georges Méliès, lui, quand il assiste par de la même façon aux productions privées comme Alice Guy des Frères Lumière, il essaye d'acheter le brevet lui aussi. Et il se fait un petit peu rembarrer. Alors bon, est-ce que c'est les Frères Lumière qui voyaient le potentiel commercial, qui ne voulaient pas le renvoyer à un concurrent, mais en gros on l'envoie un peu bête en lui disant écoutez, dans 2 ans c'est terminé, c'est juste un effet de mode ce petit truc-là, c'est un truc de fort. Georges Méliès s'entête, il va récupérer un brevet chez un concurrent réalisateur britannique et il commence à faire ses propres projections et puis après à Montreuil à faire son propre studio en indépendant avec les films très célèbres qu'on connaît.
Alors je réponds de manière très longue aux questions pour faire la transition, et si jamais il y a d'autres questions sur Phénomène musical, n'hésitez pas. Oui. Je voulais juste rebondir sur la musique, mais peut-être que vous savez pas, c'est une volonté aussi du réalisateur à chaque fois. Enfin, c'est une commande ou. Enfin, je pense que c'est parce que dans les 2 derniers, elles étaient vraiment prégnantes les musiques, et ça. Je pense que c'est pour ça que ça nous a marqué, mais. Non, c'est plutôt des réenregistrements et des raccords plus modernes. Pour effectivement donner un souffle un peu plus... C'était plus brut de décoffrage, c'était plus brut d'image. C'est vraiment plus moderne là pour le coup. Donc okay. ça nous permet de le voir, nous, avec des sonorités et des montées en tension et en descente qu'on a l'habitude un peu plus de voir dans des films contemporains. On va peut-être plus faire dans des reconstitutions aussi modernes qui est le premier usage du cinéma, mais les premières salles sont parlantes, hein, les gens parlent tout le temps. Donc forcément après, on a rajouté des pianos, des gens qui jouent à côté, mais c'était pas naturel de ne pas parler au cinéma en fait pour ces tout premiers films, et notamment l'entrée en gare du train de la Ciotat où les gens, certains se jetaient par terre parce qu'ils y croyaient pour de vrai. Et c'est pas pour rire. Alors, je vais avec Georges Méliès pour la dernière sélection pour finir cette soirée. Georges Méliès, on va intituler cette dernière sélection Le Voyageur. Hein. De toute façon, Georges Méliès, c'était dans son cinéma un homme de voyage. Et évidemment, on a Le Voyage dans la Lune qui est incontournable et qui est toujours très très intéressant à revoir. C'est du pur patrimoine, on est très content de le revoir en salle. Ce sera le dernier de cette sélection de 4 films, puisque ça va commencer avec un voyage horizontal, un voyage... on va dire vertical, et puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors dans les plus de 400 films qu'a tourné Georges Méliès, on a des tonnes sur YouTube, et il y en a un qui est très intéressant, qui m'avait marqué, et je me dis ça pourrait être intéressant de le voir. Il dure 1 minute, mais c'est incroyablement intéressant de se dire qu'à l'époque on tombe sur des vrais dingues de cinéma et qu'ils inventent des choses complètement folles. Et Georges Méliès fixe sa caméra sur un train qui traverse Paris. Donc en fait, le film s'appelle Panorama d'un train en marche, c'est un film de 1898, et en fait on va avoir des images du Paris, ça dure 1 minute, parce que les compétences techniques de l'époque ne permettaient peut-être pas de faire plus long, mais je trouvais ça tellement fou d'avoir l'idée, alors qu'on vient d'acheter un brevet, de placer une caméra sur un train en marche, qui traverse Paris, je me dis ces vues-là, elles méritent d'être vues en tout cas, et c'est l'autre voyage horizontal. En vertical, c'est un film de 1906 qui s'appelle Une chute de 5 étages. C'est pas un des plus connus de Georges Méliès également, mais vous allez voir en fait tout simplement quelqu'un qui traverse une fenêtre et qui tombe d'un grand immeuble, après avec tout le côté burlesque et comique de Georges Méliès qui l'a toujours caractérisé. Et évidemment, on voit aussi la volonté de défier déjà les lois de la gravité, et le côté tu fais ton cinéma parce que ça n'est pas possible dans la vraie vie, ça va sans dire. L'éclipse du soleil en pleine lune, en 1907, il dure 9 minutes, et il est vraiment à voir en couple, en fait, avec Le Voyage dans la Lune. Parce que très rapidement, quand on s'est dit, oui, évidemment, on va regarder du Georges Méliès, évidemment, Le Voyage dans la Lune, ça paraît incontournable. On voulait le montrer avec l'éclipse du soleil en pleine lune, qui lui date de 1907. Le Voyage dans la Lune, il date de 1902, c'est son plus gros succès. C'est vraiment le film le plus connu de Georges Méliès, encore aujourd'hui, c'est incontournable. Parce qu'évidemment, il accomplit en 1902 un fantasme absolu digne de Jules Verne. Mais en 1907, Georges Méliès essayait de reproduire, en fait, avec l'éclipse du soleil en pleine lune, le succès du Voyage dans la Lune. C'est-à-dire qu'ici, c'est le film qui va être juste avant, hein, c'est le 3e de cette sélection, vous allez voir en fait la même densité dans les plans, dans les décors, que dans Voyage dans la Lune. On en voit partout. En fait, Georges Méliès, ça va être un plan fixe, mais vous allez avoir une richesse au 1er, 2e, 3e plan. Vous allez avoir des comédiens partout, vous allez en voir des tonnes. Et c'est ça qui caractérisait justement ces 2 derniers films, en tout cas ce soir. On va voir qu'il y a vraiment des passerelles entre ces deux-là pour finir cette soirée. Donc il commence avec 2 films très courts, hein, 1 minute, 3 minutes pour les 2 chutes et les 2 voyages, et puis avec des films beaucoup plus ambitieux de ce grand artisan du cinéma également. Graffiti Cinéma, c'est fini pour cette semaine. On vous encourage très vivement, si vous avez aimé ou si vous avez tout simplement été intrigué, intéressé par les films que nous avons évoqués pendant cette émission, de les découvrir tout simplement sur YouTube ou tous les autres sites de partage de vidéos. Tout simplement puisque la sélection que nous avons réalisée pour cette séance, cette sélection, elle s'est basée directement sur les films libres de droit, évidemment, depuis le temps, qui sont disponibles. Donc tous les titres que vous avez écouté, qu'on a livré en fait au public de l'alliage pour cette séance-là, vous les trouvez très facilement. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à reparcourir la page de Facebook de l'émission Graffiti Cinéma pour découvrir toutes ces références et cette filmographie complète donc de cette séance à l'alliage Olivet, dont nous remercions une nouvelle fois toutes les équipes. La semaine prochaine,
un nouveau thème, un nouveau mois. On va commencer avec un grand écart par rapport au mois de janvier où on parlait vraiment de ce qu'est la création du cinéma et ce qu'est la créativité, où source vraiment de la création du langage cinématographique et des films. Le mois prochain, on va passer sur quelque chose de complètement pop culture et au bon sens du terme, puisqu'on parlera d'une discipline sportive, d'un sport à part entière, mis en scène, peut-être le sport le plus cinématographique du monde dès sa genèse, puisqu'on parlera du catch. On va, pour nous, chercher, creuser les racines les plus profondes de cette discipline avec le cinéma, la mise en scène, cette question va être centrale, et puis on aura en tout cas la participation, le plaisir d'avoir l'Orléans Wrestling Association, donc la ligue de catch orléanaise, pour être avec nous pendant ce mois-ci, donc ce mois complet consacré à la représentation du catch au cinéma. On rajoute pour vous quitter puis pour votre information que cette séance, il y aura une séance au cinéma Les Carmes en parallèle donc de ce nouveau thème du mois de février qui aura lieu donc le lundi 29 janvier. Il s'agira tout simplement de découvrir le classique de John Carpenter, Invasion Los Angeles. Pourquoi ce film rentre dans notre thème du catch au cinéma? Tout simplement parce que son rôle principal est incarné par le regretté Roddy Piper, qui était un des grands catcheurs dans les années 80. Pourquoi vous avez fait ces graffitis? Pourquoi vous faites ça? Hein?